Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire des réformes pour un meilleur épanouissement de la jeunesse béninoise. Elles sont présentées dans les rapports sur la politique nationale des sports et celle des loisirs, des documents remis officiellement ce matin au ministre en charge de la jeunesse et des sports et loisirs, Oswald Omeki. De nombreuses femmes subissent des violences sexuelles en Centrafrique pendant que Médecins sans frontières prend en charge certaines, d'autres continuent de se cacher par peur d'être exclus par leur communauté. Retour à une vie normale au Brésil, les commerces et restaurants entament leur réouverture dans certains États, une décision qui ne fait pas l'unanimité dans le pays. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Cérémonie de remise des rapports sur la politique nationale des sports et celle des loisirs au ministre Oswald Omeki ce lundi 19 avril 2021. C'était en présence des cadres du ministère et des présidents des fédérations. Le point, c'est avec Maury Agua et Jean-Baptiste Bocon. Installé le 7 juillet 2020 sous la supervision de Julien Minavoa, ce comité avait à charge l'élaboration des documents sur la politique nationale des sports et la politique nationale des loisirs. Dans sa prise de parole, le président du comité s'est dit fier d'avoir travaillé avec des membres compétents. Vous avez mis en place une équipe, on ne saurait plus que jamais, cohérente. Une équipe constituée de personnes vraiment de haute compétence et volontaristes. J'ai été fier d'avoir eu à travailler avec ces personnalités et devant vous, publiquement, je leur dis merci. L'ensemble des rapports comporte 4 livres sur lesquels est revenu le rapporteur général du comité. Le livre premier présente la forme d'organisation des activités physiques et sportives, énonce les rôles respectifs de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des ligues, des associations, des sociétés sportives et des organismes de représentation et de conciliation. Le livre 2, en désignant les acteurs sportifs, organise l'enseignement du sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des associations de supporters et régule la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le livre 4 évoque la question du financement du sport et renvoie à la prise d'une loi spécifique. Pour Oswald Omeki, le sport permet de révéler même les pays les plus pauvres. Selon lui, rien n'a été fait encore. Notre ambition n'est pas une ambition sous-régionale. Il y a bien des continents où certains pays, tout seuls, par leur sérieux, ont réussi à se hisser dans le concert des nations, bien qu'autour d'eux, il y ait des pays qui ne soient pas au même niveau. C'est la même ambition que nous avons. Faire du Bénin un pays d'Afrique, c'est vrai, ça ne changera pas, mais un pays d'Afrique qui tutoie les grands pays du monde, dans tous les domaines, et notamment dans le domaine sportif, où nous le savons, la bonne organisation, la rigueur, la méthode, la discipline, la bonne planification des investissements donnent forcément des résultats. Grâce à l'élaboration de ces documents, le Bénin dispose désormais d'une politique de gestion du monde sportif et de loisirs. Le docteur Marius Kossi, acteur politique de la commune d'Abomey-Calavi, invite le peuple béninois à soutenir le chef de l'État, Patrice Talon, dans sa dynamique de développement au cours de son second mandat. Au détour d'une déclaration ce week-end, il a montré la nécessité pour chaque citoyen de bien faire le travail qui lui incombe. Seule condition pour hisser le Bénin au rang des pays développés. Suivez ici un extrait de ses propos. Diriger un pays n'est pas une tâche facile. Et c'est toute une détermination que le président Talon a manifestée tout au long des 5 années passées. Et nous avons vu les résultats à travers tout ce qui a été fait dans ce pays. Mais le plus important,
pour les 5 années à venir, c'est que je voudrais exhorter tout le peuple béninois à se mettre au travail. Parce que si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas créer de richesse dans ce pays. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons assister le président de la République dans les tâches à lui confiées à la tête de ce pays. Ce pays, c'est un pays qui est plein de capitaux humains. Nous avons assez de force au niveau de la jeunesse. Alors, je voudrais demander à la jeunesse de savoir que l'avenir de ce pays repose sur sa tête. Et cette jeunesse doit comprendre la vision du président Talon, chacun à son niveau. Nous devons nous mettre au travail. Nous avons besoin de construire ce pays. Nous n'avons pas besoin de le détruire. Et pour le construire, il faut le travailler. Commencez par comparer le Bénin d'aujourd'hui au Bénin d'hier. Vous allez remarquer que nous avons évolué. Nous avons évolué par rapport à nous-mêmes. Nous avons évolué dans notre manière de réfléchir. Cette maturité politique que le peuple béninois vient de démontrer à travers la réélection du président de la République, je voudrais vous demander, et nous demander à nous tous, un changement de mentalité, une refondation de nos valeurs républicaines, une prise de conscience par rapport à la tâche que nous avons devant nous. Vous voyez, une réélection, c'est en même temps un engagement que le président est en train de renouveler vis-à-vis de nous tous. Donc nous devons l'accompagner, nous devons travailler d'arrache-pied afin de pouvoir construire ce pays. Le Bénin sera construit par les Béninois. Religion, la communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde entier, a entamé depuis le mardi 13 avril 2021 le mois de Ramadan. Considéré comme mois saint par excellence, le mois de Ramadan est d'une importance capitale pour le fidèle musulman. Quel en est le sens et la portée? Élément de réponse dans ce reportage signé Clémence Tonocoin et Denis Maroya. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis selon les courants de l'islam ne doivent pas manger, boire ni fumer de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais au-delà de ces privations, le fidèle musulman est invité à adopter un certain nombre de comportements, nous dit l'islamologue Harissou Zakari. Le jeûne recouvre 2 choses, l'adoration et le comportement. Donc l'adoration, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, ça c'est l'adoration. Maintenant, le comportement, à savoir, il faut savoir, la langue aussi doit jeûner, les yeux aussi doivent jeûner, les mains aussi doivent jeûner, tout le corps de l'homme doit jeûner, tout simplement, tout en ne mettant pas pied là où c'est interdit et tout en mettant les pieds là où c'est permis et tout en prononçant des bonnes paroles, tout en donnant des bons conseils, tout en faisant les aumônes, tout en, en réconciliant les gens. Donc, tout cela fait partie du jeûne. Parce que quand on dit le jeûne, ce n'est pas seulement le fait de rester à jeûne du matin jusqu'au soir. Non. Le mois de Ramadan, qui est le 9e du calendrier hégirien, revêt une importance capitale pour le musulman. Parmi les importances, le premier, le plus capital, c'est de rehausser le niveau de sa spiritualité. C'est de faire en sorte que le lien entre lui et son Seigneur, ce lien-là puisse être encore un lien qui aura encore plus de tonus. Il faut que le lien soit encore plus solide entre lui et son Seigneur. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, parmi l'importance du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, ça permet à un musulman de se racheter auprès de son Seigneur. Comment? À savoir que dans le mois de Ramadan, quand un musulman pose une bonne action, Dieu lui multiplie cette bonne action la fois 100.
L'objectif visé par Dieu, le législateur même du jeûne de Ramadan, a été clair dans le verset coranique qui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous qui croyez, vous les croyants, nous vous avons prescrit l'observance du jeûne du mois de Ramadan, tel que nous l'avions prescrit à ceux d'avant vous. En observant ce jeûne du mois de Ramadan, cela va vous permettre, afin que vous vous entraîniez pour acquérir la piété. Donc le jeûne, l'observance du jeûne, surtout le jeûne du mois de Ramadan, qui est un mois, 29 jours, mais 30 jours, a pour objectif de former, d'entraîner l'homme à atteindre la piété. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, le fait de s'éloigner de la nourriture et de la boisson, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, qu'est-ce que cela nous apprend? C'est une période de formation. Dieu veut passer par ce canal pour renforcer notre capacité d'abstinence de tout ce qui est blâmable et de s'adapter à tout ce qui est convenable. Actualité en dehors du Bénin, en Centrafrique, de nombreuses femmes subissent des violences sexuelles. Certaines sont prises en charge par Médecins sans frontières. D'autres, par contre, vivent avec la peur d'être exclues par leur communauté ou d'être stigmatisées et continuent donc de se cacher. C'est un week-end ordinaire pour les femmes centrafricaines. Dans la capitale Bangui, elles sont nombreuses à faire les courses l'air de rien. Et pourtant, nombreuses gardent en elles les séquelles d'une guerre qui dure depuis déjà près de 10 ans. Les violences physiques et sexuelles font partie du quotidien de certaines de ces femmes. Et pour leur venir en aide, l'ONG Médecins sans frontières a lancé ce samedi 17 avril un programme de prise en charge. La situation générale des victimes qui viennent vers nous, effectivement, elles sont venues dans un état vraiment très inquiétant. Parce que vous savez que le viol, c'est un acte vraiment traumatique. Et toutes les victimes qui viennent vers nous sont souvent très traumatisées. Et dès qu'ils sont venus vers nous, par notre secours, notre appui, on a vu qu'il y a vraiment eu un changement radical dans leur vie. Alors depuis juillet et jusqu'à fin novembre, on va dire, nous avons reçu 274 personnes, majoritairement des femmes, comme je vous ai dit, mais aussi 7 hommes et 24 mineurs. En général, pas dans un très bon état, puisque le viol est à la fois un traumatisme physique et psychologique. C'est une violence de l'intimité, c'est souvent dans un contexte de menace de mort. Sylvie et Rose font partie de ces victimes de violences sexuelles. À visage couvert, elles ont accepté de témoigner. J'étais repartie chez moi en 2013 pour prendre des affaires pour mon bébé et des musulmans armés du PK5 m'ont pris. On couchait avec moi avant d'enfoncer un bâton dans mon sexe. Je ne connaissais personne parmi eux, je n'ai pu porter l'affaire en justice, je suis seulement venue ici à l'hôpital. C'était le 11 décembre 2013 que cela m'est arrivé. Ce sont des Séléka qui sont arrivés en grand nombre dans un véhicule en tirant dans toutes les directions. Le mari de ma grande sœur avait fui. Ma grande sœur, en les entendant aussi, a fui. J'étais tourmentée par les tirs et lorsque j'ai essayé de fuir, ils m'ont pris. Ils m'ont violée et ont pillé la maison en prenant de l'argent et des téléphones. Ils ont tout ramassé et ont fait plusieurs tirs avant de partir. Toujours d'après Médecins sans frontières, il est fréquent que les agressions soient commises par des personnes appartenant à l'entourage des victimes. Plus de la moitié des personnes prises en charge déclarent connaître leur agresseur. La situation économique continue de s'enliser au Liban. Le taux de change de la livre libanaise sur le marché noir atteint des sommets historiques. Beyrouth semble être désormais une municipalité au bord de la faillite, sans électricité. Au crépuscule, la crise économique plonge Beyrouth dans le noir. La municipalité n'est plus en mesure d'éclairer ses rues. Aucune entreprise n'a répondu à l'appel d'offres pour l'entretien de ses lampadaires. La nuit, il n'y a pas de lumière dans les rues. Tu dois compter sur les phares de ta voiture. Avec la chute de la livre libanaise, les entreprises ont vu leurs dépenses exploser du fait des importations en dollars. Conséquence, elles boudent les demandes d'une municipalité qui paye obligatoirement en monnaie nationale. Le taux de change officiel reste à 1507 livres pour $1,
Mais au marché noir, il dépasse les 12 000 livres. En mars dernier, il atteignait même un record historique, provoquant la colère des manifestants dans tout le pays et la fermeture d'un nombre important de commerces. L'inertie du gouvernement est pointée du doigt par une population pour laquelle le pays est sans avenir. Aujourd'hui, Beyrouth, c'est triste, c'est déprimant. La ville sera bientôt anéantie. Regardez, il n'y a plus rien. Ça donne envie de pleurer. Ils l'ont ruiné. Le Liban était le plus beau des pays. Si je pouvais vivre à l'étranger, j'irais vivre avec mes enfants, mais je ne peux pas vivre à l'étranger. J'aime trop ce pays. Il n'y a pas d'avenir dans ce pays pour un jeune. Il n'y a d'avenir pour personne. Pouvoir quitter ce pays, c'est comme avoir gagné à la loterie. Et quiconque vit à l'étranger vit mieux. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population du Liban vit sous le seuil de pauvreté. Au Pakistan, 11 policiers ont été libérés tôt ce matin, pris en otage hier, après de nouvelles manifestations anti-françaises. Ils avaient été enlevés par un parti islamiste radical à l'origine des mobilisations contre le droit à la caricature en France. Des policiers pris en otage puis libérés par des manifestants anti-France. Une démonstration de force menée par les membres du TLP à la tête d'un mouvement qui dure depuis maintenant plus d'une semaine au Pakistan. Le parti islamiste radical très influent dans le pays proteste contre l'emprisonnement de leur chef, arrêté pour avoir demandé l'expulsion de l'ambassadeur de France. Paris, cible des protestations en raison des propos tenus par Emmanuel Macron en octobre dernier. Le président français avait notamment défendu le droit du journal satirique Charlie Hebdo de publier des caricatures du prophète de l'islam. Une position considérée comme une provocation par une partie de la population du Pakistan. Les islamistes du TLP exigent la rupture de toute relation diplomatique avec la France. De leur côté, les autorités pakistanaises ont décidé de classer le parti en question comme groupe terroriste à cause de leur mode d'action violent. Ce samedi, le Premier ministre a tenté de clarifier la situation en condamnant justement ces méthodes. Laissez-moi préciser ceci. À l'attention de tous, ici et à l'étranger. Notre gouvernement est intervenu contre le TLP en vertu des lois antiterroristes quand ils ont contesté l'autorité de l'État, ont fait usage de la violence et ont attaqué la population et les forces de l'ordre. Depuis la semaine dernière, le TLP a été officiellement interdit et plusieurs de ses membres auraient été tués d'après plusieurs chefs du mouvement ce dimanche. Une journée de protestation particulièrement violente, lors de laquelle des affrontements ont eu lieu entre protestataires et forces de sécurité. La police a tout de suite commencé à pilonner et à tirer des balles directement sur nous. Nos garçons ont été blessés, certains ont reçu des balles dans la poitrine, d'autres ont reçu des balles dans la tête. Nous ne sommes pas armés. Ils ont martyrisé des dizaines de nos hommes. Nous sommes désarmés. Nous n'avons que l'amour du prophète, rien d'autre. Nous voulons qu'ils nous tirent dessus ou qu'ils expulsent l'ambassadeur français, parce que rien n'est plus important pour nous que l'honneur du prophète. Malgré leur interdiction et les violences, les membres du TLP entendent bien poursuivre leur mobilisation contre la France. Une manifestation d'ampleur à l'appel du parti est prévue ce mardi pour faire à nouveau pression sur le gouvernement pakistanais. Au Brésil, les commerces et restaurants entament leur réouverture dans certains États, une décision qui ne fait pas l'unanimité. Plus de 70 morts ont été recensés au cours du mois de mars et le variant brésilien force certains pays à imposer des quarantaines. Des images pour le moins surprenantes. À Sao Paulo, ce dimanche, les habitants ont pu voir les commerces et les lieux de culte rouvrir. Pourtant, le Brésil est toujours le deuxième pays le plus endeuillé au monde et le nouveau variant brésilien représente la majorité des contaminations recensées sur le territoire au mois de mars. La raison de cet assouplissement des restrictions ? Selon les autorités locales, le taux d'occupation dans les unités de soins intensifs est passé sous la barre des 90% et les nouvelles infections sont également en baisse. Un bilan qui a conduit l'État à passer en phase orange, un choix difficilement justifiable selon Domingo Alves, chercheur de la faculté de médecine de l'université de Sao Paulo.
C'est lamentable qu'on annonce ces réouvertures alors que tout indique que la semaine prochaine ou celle d'après, nous allons manquer de médicaments pour l'intubation de patients. Au programme de cette réouverture progressive, des commerces ouverts de 11h à 19h, avec une jauge de 25% d'occupation. Les messes et offices religieux sont également soumis à des mesures sanitaires strictes. Le couvre-feu de 20h à 5h du matin est maintenu. Nouvelle étape le 24 avril prochain. Les autorités prévoient la réouverture des restaurants, instituts de beauté, cinéma et théâtre. Une phase de transition jugée utile pour certains et trop précipitée pour d'autres. Sortir dans un espace ouvert pour voir qu'ils prennent toutes les précautions, c'était très radical de garder tous les commerces fermés. Évidemment, on ne peut pas revenir à ce que c'était, mais ouvrir avec toutes les précautions, je pense que c'était le moment. Je pense que la réouverture est un peu précipitée, puisque le virus est là et que les unités de soins intensifs sont toujours bondées, le manque de médicaments pour plusieurs procédures et les gens vont voir cela comme une détente, apportant une nouvelle contamination. Depuis une semaine, Rio de Janeiro a également allégé ses restrictions. Bars et restaurants ont pu rouvrir leurs portes, même si l'interdiction de fréquenter les plages est maintenue. Un retour en douceur à la vie normale, qui reste décrié dans un pays où la situation épidémique est toujours hors de contrôle. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.